Microfilm Bonsoir, sous mes yeux, 700 pages. Un gros livre noir, avec une jolie bande rose saumon. 700 pages, avec un simple titre, Mémoire, et un seul auteur, l'unique, l'incontournable, l'incoulable, l'éternel, le bizarre, le rocambolesque, Serge Mikhailovitch Eisenstein. Bon, il n'est pas tellement dans l'air du temps, il n'est pas tellement à la mode, d'ailleurs on se demande quel vieux cinéaste de cette génération-là serait à la mode aujourd'hui. La question est un peu maintenant superfétatoire, ce qui nous met plus à l'aise pour faire un petit détour par Eisenstein. On a fait la semaine dernière Fassbinder. Il y a des livres comme ça qui se publient un petit peu d'une façon intempestive sur des gens qui valent le coup d'être étudiés, réévalués éternellement, quelle que soit l'actualité par ailleurs. Eisenstein a écrit des tonnes de choses. Tout n'est pas, je pense, publié ou tout n'est pas connu. Une bonne partie avait été publiée très courageusement et d'une façon un peu étrange, enfin on en parlera un peu confidentiel presque, par Christian Bourgois en 10-18, il y a déjà une dizaine d'années. Et il y avait tout d'un coup sorti, et je pense pas qu'à l'époque la presse a beaucoup rugi de commentaires là-dessus, ça s'appelait Mémoire tout simplement. Mémoire d'Eisenstein. Alors évidemment on a envie de regarder, il y a un mélange de voyeurisme, de curiosité post-mortem, Et puis bon, c'est tellement étrange la façon dont Eisenstein écrit, et écrit y compris sa vie, que on est à la fois fasciné, très curieux, puis un peu déçu aussi, parce que c'est pas vraiment des mémoires au sens propre du terme. Donc on avait un peu oublié tout ça, puis après il y a eu beaucoup d'événements en URSS, on en parlera peut-être un petit peu. Et puis aujourd'hui sort un gros bouquin, donc toujours, non pas directement par Bourgois, mais indirectement par lui chez Julliard. Donc le livre complet cette fois-ci, non pas simplement des bouts, des mémoires d'Eisenstein. Et donc Jacques Aumont, merci d'être venu un petit peu comme ça à l'impromptu, parler de ce travail que tu as fait il y a déjà assez longtemps. Et la première question moi, que j'ai envie de poser, c'est entre le moment où tu as commencé donc, à traduire et à préparer ça pour Bourgois, donc c'est pas mal de temps, et maintenant, quel effet ça te fait de voir ce gros livre ? Tu peux l'imaginer, je pense que ça me fait très exactement, et je le dis d'autant plus facilement que la couverture rose et noire fait très gâteau. Ça me fait l'effet d'un millefeuille. Pas seulement à cause du volume qui est gros, il y a 700 pages, il n'y en a pas 1000, mais ça me fait l'effet d'un millefeuille, peut-être crème en moins, disons, à cause des feuilles. C'est-à-dire que pour moi, cette brique-là, cette chose que j'ai sous les yeux, sur la table, je dirais que c'est bêtement du temps qui s'est stratifié. Voilà l'effet que ça me fait très directement, qui est un effet bizarre, parce que dans ce livre, il y a des strates de temps qui sont les strates d'Eisenstein, bien sûr, puisque c'est des mémoires, qu'en plus le temps est un thème eisensteinien, d'une façon ou d'une autre, et d'une autre. Mais il y a aussi du temps à moi. C'est pas forcément le plus intéressant, mais quand je vois ce livre, évidemment, c'est mon temps propre que je vois d'abord. Disons les 4 années que j'ai passées à traduire ou à superviser la traduction de ces mémoires. C'était vers la fin des années 70. Alors, je dis ça tout de suite pour échapper à ma propre biographie, parce que c'est pas aujourd'hui qu'on va la faire. Donc, le temps que personnellement, mon temps que je découvre dans ce gâteau, dans ce millefeuille, j'en parlerai pas, mais il est présent. C'est celui que je vois, entremêlé à du temps d'Eisenstein. Ça fait un effet très très bizarre. Bon, c'est l'époque où, fugitivement, comme ça, j'étais tellement immergé dans Eisenstein que j'avais fini par m'identifier avec lui. Enfin, quand on devient le biographe par procuration de quelqu'un, je crois qu'il y a un moment où on finit par se confondre avec le monsieur en question. Donc ça me fait un effet principalement bizarre, en effet. Alors il y a quelque chose qui était également pas du tout prévisible quand tu as commencé à faire cette traduction, et même après, c'était l'extraordinaire accélération des événements soviétiques, qui fait que donc quand maintenant nous on va à Moscou, on y va beaucoup plus facilement qu'avant, et qu'on voit des gens de cinéma, donc des gens qui également héritent, plus que nous, de cette grande aventure du cinéma soviétique, comme on disait dans le temps, on a un problème, pour parler d'Eisenstein, comme d'ailleurs de Vertov, mais qui est moins connu, lui, c'est qu'il pose plus de problèmes que jamais. Alors nous, il nous en posait un assez évident à l'époque où on s'intéressait beaucoup à lui au cahier du cinéma, c'était plutôt, comme on était assez freudien à l'époque, c'était la sexualité,
son rapport à Freud, son rapport à sa propre histoire, la biographie, enfin son homosexualité, comment c'est partout et c'est nulle part. Puis le temps a passé, ça nous excite un petit peu moins, sauf que la politique, elle, a tranché et qu'aujourd'hui, quand on feuillette donc cet énorme livre, on le prend en diagonale et c'est une écriture en diagonale, donc c'est très difficile de ne pas errer dans le livre. On se dit, mais c'est quand même hallucinant, ce type qui est réellement un génie, qui a une ampleur conceptuelle et une curiosité, une culture universelle, enfin tout ce qu'on sait, traverse quand même, puisqu'il ne meurt qu'en 1948, traverse quand même une partie énorme de l'histoire du XXe siècle, une partie tragique de l'histoire de l'URSS, et c'est en vain qu'on chercherait une sorte de réflexion, disons, ce que nous, on appellerait une réflexion politique. Alors, je sais que c'est une question un peu comme ça, brutale, et un peu qu'on aurait trouvé extrêmement vulgaire il y a quelque temps. Enfin, aujourd'hui, sans qu'on ait la réponse pour autant, on se la pose de nouveau, et alors on re-regarde là-dedans. Alors on voit bien qu'il y a le rapport au père, puis après il y a le rapport au tsar, puis il y a le rapport à Meyerhold, il y a une flopée de pères chez Eisenstein, il en manque un, c'est Staline. Mais avec le temps qui passe, comment toi tu vois ça, cette question-là ? Je voudrais d'abord continuer un peu ce que tu viens de dire, parce que bien sûr je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as rappelé. Il faudrait aussi remonter un peu plus loin. Finalement nous, toi et moi, disons, on est de la même génération, on est passé au cahier du cinéma à peu près en même temps, et je cite les cahiers parce que c'est les cahiers qui ont disons, je dirais pas redécouvert Eisenstein, mais enfin suscité la première vague sérieuse de traduction d'Eisenstein à la fin des années 60 et au début des années 70. Ça a été, je crois, le moment où on a commencé à le prendre au sérieux, tout simplement. Mais il existait déjà avant, il existait dans, disons, la conscience ou dans le surmoi, selon les cas, disons, de tous les animateurs de ciné-club. Alors selon qu'ils étaient marxistes ou catholiques, il avait une place différente, mais enfin il avait une place très importante de toute façon, disons, pour la génération d'avant nous, celle de Bazin par exemple, qui lui, je crois, n'aimait pas énormément Eisenstein, on peut s'en douter. Et puis il existait encore avant pour les gens qui ont été ses contemporains, des gens comme par exemple Jean-Georges Auriol, pour établir finalement des parallèles. Donc il y a tout ce feuilletage temporel, et le Eisenstein qu'on peut voir aujourd'hui, il est finalement peut-être pas plus important et pas plus vrai que les autres. Je crois qu'il faut se rendre compte de ça, hein, c'est tout à fait certain. Alors cela dit, comment est-ce qu'on peut le voir aujourd'hui ? À la fois plus facilement et peut-être avec un peu de déception. Plus facilement parce que on est un peu débarrassé de toutes les images sulpiciennes qui traînaient autour d'Eisenstein. Je veux dire, ça fait un petit moment qu'on s'en était débarrassé, mais on en avait recréé d'autres. Ce dont tu parlais à l'instant, pardon, je suis fatigué, sur la sexualité d'Eisenstein, son homosexualité, c'était devenu une espèce de seconde imagerie d'Épinal. C'est Fernandez, plutôt. Oui, bon, je voulais pas citer Fernandez, parce que je veux pas polémiquer avec qui que ce soit, mais disons que finalement ça donnait une image qui n'était pas plus fausse qu'une autre, mais c'était Épinal. Et c'était pas mieux que Eisenstein, bon sujet stalinien, faisant Alexandre Nevsky par patriotisme, qui a été une autre image. L'image qu'on peut avoir d'aujourd'hui, il me semble qu'elle a au moins ça de bien, c'est que on cherche pas d'emblée à constituer une image. C'est que moi, en tout cas, et là je peux parler que pour moi, parce que après tout, j'ai une connaissance d'Eisenstein, c'est vrai, plus précise que d'autres. Mais l'image que je peux m'en faire aujourd'hui, c'est une image terriblement compliquée. Et en tout cas, je voudrais pas répondre simplement à ta question sur Eisenstein et la glasnost. Je la pose d'emblée pour qu'on ait le temps de la raffiner à l'extrême. Mais il me paraît tout à fait clair, si tu veux, que Eisenstein a été quelqu'un d'extrêmement soumis au pouvoir politique. J'avais parlé d'opportunisme à une époque, on m'a dit que c'était un peu excessif, mais enfin, je crois qu'on pourrait garder le mot. C'est quelqu'un qui a cherché à faire son travail, à céder en rien sur le travail, je crois, vraiment. Le côté rigueur obstinée, enfin, modèle Léonard de Vinci, etc. Ostinato rigore. Voilà, ostinato rigore. Mais par ailleurs, il était prêt pour ça à faire des concessions, voire des compromis. Enfin, tout le monde sait ça. Hein. C'est inscrit dans l'histoire et c'est pas difficile de le voir. On a eu tendance, je retrouvais, c'est une coïncidence pure, parce que c'était avant que ce livre ne sorte, mais peu de temps avant, je retrouvais en classant des papiers un vieil article de Jean Dutour paru dans France Soir en 1979, au lendemain d'élections législatives que la gauche avait failli emporter,
Et il racontait, avec les sarcasmes du tourien, ou du tourdesque, on vide les tiroirs de la télévision de tous les programmes qui avaient été prévus si la gauche passait. Et on nous passe Eisenstein, Potemkin, ainsi que le qu'on avait prévu pour le triomphe de la gauche. Et du tour de dire, Eisenstein, platuriféraire stalinien, c'est nul, c'est du mauvais cinéma, d'ailleurs il était antisémite, enfin bon, etc. Alors, évidemment, on peut dire un peu n'importe quoi sur Eisenstein et la politique. Je pense que, très franchement, c'était pas un politique du tout. Oui. Absolument pas. Bernard Eisenschitz, dans sa postface, là, rappelle qu'on savait depuis un petit moment, mais le sténogramme de l'entretien a été publié récemment. Il avait eu un entretien nocturne et secret avec Staline à l'époque d'Ivan le Terrible, où Staline paternellement lui avait fait des remontrances en lui disant « Mon vieux, ça va pas du tout votre seconde partie ». Apparemment, c'était un peu bourru et paternel. Et Eisenstein, on imagine très bien un petit garçon disant « Oui, oui, papa ». Ça colle bien à une image qu'on peut avoir de lui, mais c'est pas de la politique, ça. Mais alors, cette image que tu mentionnes, là, le petit garçon par rapport au père, ça, lui, il en parle beaucoup. Oui. Donc, dans tous les textes qui sont par rapport à l'enfance, on peut reconstituer comme ça, un peu simplistement, dire, bon, la mère semble pas très présente, il y a l'admiration pour le père, mais une admiration sans amour. Il me semble pas qu'il y ait beaucoup d'admiration. Dans les mémoires, le père, il le rejette, disons. Il considère plutôt qu'il a eu 2 parents, parce que biologiquement c'est comme ça, mais qu'il y en a un qui n'était pas en état de marche. Donc, bêtement, là je crois que tous les Freudiens de tout poil se sont engouffrés dans la brèche, moi compris d'ailleurs, à une époque. Il a cherché des pères substitutifs. Enfin, oui, tu citais Meyerhold, bien sûr. Ça c'est assez clair. D'ailleurs, ça devient encore plus clair quand on va à Riga, ce qui m'est arrivé l'année dernière, puisque le père d'Eisenstein était aussi architecte, et qu'il y a une rue entière à Riga, qui s'appelle maintenant Galaya Ulica, où il y a quasiment que des demeures assez riches, construites par le père. Et alors elles sont construites dans un mélange de moderne style ou d'art nouveau du début du siècle, extraordinairement surchargé, avec des thèmes égyptiens partout, c'est pas très réussi, le père n'était pas un grand architecte, mais enfin il avait quand même beaucoup d'idées baroques. Et pour ce qui est d'en faire trop, pour ce qui est de la surcharge, du maniérisme, etc., on a le sentiment, quand on voit cette grande rue assez belle quand même, de construction étrange, qui d'ailleurs va devenir plus ou moins un musée, je crois maintenant, que le fils a dû dire « Moi, je serai sobre esthétiquement, mais question vanité, ça il le dit dans les mémoires, j'ai quand même battu mon père ». Je crois qu'il y a 2 images du père. Il y a celle que tu viens de rappeler, et il y a une très belle page dans les mémoires, je ne saurais pas la retrouver dans ce gros gâteau, mais il y a une très très belle page où Eisenstein parle de ces immeubles, des façades d'immeubles de son père, et il en dit pique-pendre, évidemment, et il trouve ça, c'est du style nouille, enfin grosso modo, si je comprends bien d'après le texte et ce que tu en dis. Et il parle de façades ornées de vierges en fer, il utilise une expression très bizarre, et il dit qu'au bout de quelques années, elles ont été rouillées par la pluie, qu'elles commencent à se démantibuler dans le ruisseau. Il y a une image comme ça de corps de femme qui se délitent sous la pluie et dans la boue qui est tout à fait saisissante. Et on voit bien évidemment que ça a un rapport au père très fort. Le rapport entre ces corps de femmes qui ne sont pas des vrais corps de femmes, son père, dont tout laisse à penser, d'après ce qu'il en dit, qu'il n'a pas été, disons, qu'il a peut-être été un mari mais pas un amant pour sa femme. Enfin bon, on peut psychologiser, là c'est très facile. Il y a cette image-là du père, disons le père castré. Et puis il y a l'image du père bourgeois, enfin fonctionnaire bourgeois, cirant ses bottines, rangeant ses 48 paires de bottines, ou les faisant ranger par son valet de chambre, ça c'est dans une autre page. Et sur les 2 terrains, je crois que le petit Eisenstein a essayé de se démarquer de son père, c'est vrai. Oui. Et alors il y a aussi quelque chose qui aggrave la situation par rapport à l'enfance, c'est les Eisenstein sont une famille d'origine allemande, je crois, au départ. Donc ils sont à Riga, mais ils n'ont rien de laiton. Et il y a une sorte d'isolement du petit-fils de riche, en un sens, qui n'a pas de camarades à l'école, qui d'emblée sait qu'il est seul. Et il le dit très souvent, moi je n'ai pas souffert des conditions sociales qui pour d'autres ont amené la révolution, c'est presque des raisons oedipiennes, enfin des raisons d'insatisfaction, d'envie de se révolter contre l'autorité, qui le mènent à épouser sans aucun problème. Bon, il est jeune, il n'est pas le seul,
la cause révolutionnaire, et après il ne la met plus jamais, y compris dans ses mémoires, y compris dans les textes plus intimes, publiés bien après sa mort. Il ne met plus ça jamais en cause. On dirait qu'il a réglé une fois pour toutes la question. Je crois que sa sincérité n'est pas en doute. Enfin, c'est une question un peu idiote de parler de la sincérité de quelqu'un qui est mort et qui a cherché un peu à se déguiser dans ses mémoires. Il y a un aspect déguisement dans ce livre, enfin, je crois. Même si parfois il y a des aperçus sur une vraie intimité. Mais je pense que sa sincérité est hors de doute, en effet. Comme tu dis, il a appartenu à une génération pour laquelle 17, c'était quelque chose de merveilleux. Je veux dire, on a quand même connu mai 68, et c'est pas pour faire de l'ancien combattantisme, ça a été quelque chose de merveilleux. Absolument. Donc on peut très très bien imaginer que 17 a été quelque chose de merveilleux, que quelqu'un qui était un jeune homme probablement un peu coupé des réalités de la vie à beaucoup de points de vue, faisant peut-être des complexes parce qu'il était bourgeois et que tout à coup il s'est senti mal à l'aise dans ce mouvement, d'une part d'intellectuels politiciens qu'il n'était pas et d'autre part de prolétaires qu'il n'était pas. Oui, bon, on comprend très bien comment il a pu tout à coup essayer de faire de la surenchère sur un autre terrain, oui. Disons que là aussi, ça me paraît... Je ne crois pas qu'il faille chercher ailleurs, en effet. Dire le portrait d'Eisenstein, tel que lui le dresse et tel qu'on peut le comprendre, je ne vois pas pourquoi il serait faux. Oui, il a l'air assez cohérent. Oui. Ce qui est plus étonnant, c'est les années 30 et 40, effectivement. Mais c'est des années que je crois on est encore loin de comprendre en ce qui concerne l'URSS tout entière. Hein. Ce qu'on appelle commodément le stalinisme, c'est quand même une chose très compliquée. Et il est certain qu'à ce moment-là, ce qu'il a pu penser, et en tout cas sa parole, deviennent beaucoup plus embarrassées. Il y a des témoignages très clairs dans les mémoires et ailleurs. Il y a la fameuse intervention au congrès de 1935, où il dit un jour une chose et 2 jours après pratiquement le contraire, où on comprend bien qu'il s'est passé entre-temps des choses extrêmement graves. Et si on lit les actes du congrès dans leur intégralité, on voit que ces choses très graves, ce sont des accusations épouvantables portées contre lui par ses plus proches amis. Bon, des choses comme ça, je crois qu'il est difficile de les comprendre pour nous, parce que c'est une logique quand même assez spéciale. Oui, parce qu'à un moment, il se défend de l'accusation qui a toujours dû lui être faite de formalisme, qui était le grand péché pour les staliniens, mais enfin qu'il a aussi été partout ailleurs, toujours. Enfin, tous les cinéastes ont toujours dû se battre contre ça. Et il dit, mais accuser quelqu'un qui s'intéresse à la forme de formalisme, c'est comme accuser un médecin qui étudie la syphilis d'avoir la syphilis. Ce qui en même temps l'oblige un peu godardiennement à assimiler le travail artistique à un travail médical. À une maladie, carrément. Ouais. À une maladie. D'ailleurs, Enfin, je l'avais jamais lu vraiment sous cet aspect-là, mais tout à coup, le fait qu'on soit aujourd'hui rassemblés tous les deux pour parler de ce livre et que tu parles de maladie, je pense qu'il y a quelque chose qui revient dans ses mémoires, l'idée qu'il est frappé d'une maladie. Et que sa maladie, c'est la création. Enfin, sa maladie, c'est qu'il est obligé de faire, pas seulement des films, hein. Il est obligé d'écrire, il est obligé de dessiner, il a une espèce de pulsion comme ça qui est complètement folle et qui le dépasse. Et il parle souvent de sa maladie. Et sa maladie, au fond, c'est ça. Sa maladie, c'est qu'il ne peut pas s'en sortir autrement qu'en créant follement. Follement. Oui. Je veux dire, c'est pas par hasard si, à la fin de sa vie, quand même, l'idée théorique à laquelle il tenait le plus, et qui, au fond, hein, tout compte fait, est certainement la chose la plus intéressante dans l'héritage théorique d'Eisenstein, c'est l'extase. C'est certainement la dernière chose qui restera d'Eisenstein après que le montage intellectuel, le montage organique et les 14 autres catégories de montage, plus personne ne saura ce que c'est, et peut-être même le mot de montage, qui, après tout, emporte beaucoup d'imaginaire mécanique. En revanche, l'extase, oui, c'est quelque chose qui nous parle aujourd'hui. Alors, l'extase, il en parle à un moment, et il dit c'est comme arriver à une sorte de point zéro, et on sent que c'est important pour lui, c'est une structure un peu perverse, celle d'Eisenstein, donc les pervers ont toujours besoin de décider eux-mêmes de leur point zéro, de ne pas le perdre de vue, et de s'auto-fonder eux-mêmes, malgré le social, malgré tout, malgré ce qu'ils savent de la filiation, de l'Oedipe, de Freud, et lui, il en savait beaucoup plus que le Russe moyen de l'époque, d'arriver à quelque chose qui est à la fois un point de départ et un point d'arrivée. Et alors, on se dit, surtout maintenant avec le recul et avec ce qu'on sait du cinéma soviétique postérieur, après la mort de Tarkovsky, par exemple. Bon, donc il y a vraiment une page qui se tourne. C'est un rapport à la mystique. Alors, c'est pas un rapport
disons, bigot ou dans la tradition orthodoxe, parce qu'il est trop cosmopolite, et par éducation, et par nature, etc. Mais il y a quelque chose peut-être de profondément russe là-dedans, qui est d'arriver, malgré des complications extraordinaires théoriques, à une idée de fusion, que semble-t-il, il a beaucoup plus approché au Mexique d'ailleurs, qu'en Russie. C'est peut-être ça qui peut aujourd'hui parler d'Eisenstein. Oui, tu touches à quelque chose, à mon avis, compliqué d'ailleurs, et qu'on démêlera jamais, peu importe. Ça n'empêche pas d'en parler. Mais bon, d'abord, je voudrais dire une petite chose qui est juste de l'ordre de la précision maniaque. Je ne sais pas ce que tu as voulu dire par cosmopolite, mais Eisenstein, son père, était une famille d'origine allemande mais lointaine, fixée donc en Lituanie. Et par sa mère, Eisenstein était juif. C'est ça. C'est important, c'est d'autant plus important que lui a eu un rapport compliqué avec la part juive de lui-même, qu'il l'a refoulé, je crois qu'on peut dire ça simplement. Enfin, il l'a refoulé pour toutes sortes de raisons, mais que je connais certainement pas toutes, mais il l'a refoulé. Par ailleurs, il a été élevé dans la religion orthodoxe, que je connais mal, qui est évidemment une religion de grands saints mystiques. Il y a de grands saints mystiques, à commencer par Saint Serge, qui est ton saint patron et celui d'Eisenstein. Mais je dirais, je ne sais pas si c'est bizarre ou pas, mais en tout cas, il est certain que ces expériences mystiques et extatiques les plus évidentes, c'est au Mexique, donc en rapport avec la religion catholique, qu'il les a éprouvées. En rapport avec la religion catholique, et certainement une vision de la religion catholique d'après ce qu'il en dit, il y a des très belles pages sur le Mexique, un rapport avec la religion catholique qui pour lui a été une espèce de mélange un peu syncrétique avec les religions sud-américaines, enfin aztèques, moyenne américaines, oui. je ne sais pas comment on dit sur le Mexique. Et avec la médiation du Gréco, dont il parle souvent. Avec la médiation du Gréco, bien entendu. Alors ça, le Gréco, c'est évidemment un médiateur idéal, puisque c'est à la fois l'Espagne, la Grèce et Byzance. Il y a un côté byzantin chez Eisenstein qui est tout à fait évident. Il suffit de revoir Ivan le Terrible. C'est un film de byzantin impénitent. Le rôle de l'icône dans Ivan est tout à fait important. Il y a un mélange, effectivement, d'intérêt profond et d'amour pour les religions de quelqu'un qui n'est pas religieux. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout religieux, même si par ailleurs il aimait beaucoup le côté disciplinaire de la religion, c'est évident, il l'a transposé dans un autre domaine. Mais dans la religion, je crois qu'il cherchait le mysticisme. Et l'extase, alors là c'est très très clair, dans ses textes, dans ceux des mémoires et ailleurs, quand il parle de l'extase, il se réfère à la Mandrese, à Ignace de Loyola, et à Thérèse d'Avila, il se réfère au mystique. Il n'y a rien d'autre. Il ne se réfère pas à la drogue, il ne se réfère pas à l'extase sexuelle, il ne se réfère pas à une extase païenne, telle qu'on peut nous l'imaginer, et telle qu'on peut le lire d'ailleurs. On peut lire, je ne sais pas moi, Eisenstein par bataille, si on veut, pourquoi pas. Mais lui, c'est vraiment l'extase mystique. Oui, oui. Et d'ailleurs, moi, quand la première fois je suis allé à Moscou, je suis allé voir le petit cabinet Eisenstein, qui à l'époque était encore très, très secret, avec Naum Kleman qui faisait le rôle à la fois de concierge, de conservateur, de squatteur, d'érudit. C'était très, très émouvant. Personne ne visitait ce cabinet paumé tout près de la Moscova. Et les livres étaient encore rangés dans l'ordre dans lequel Eisenstein les avait rangés. Et c'était extrêmement ordonné. Il y avait tout un rayon qui était technique du corps. Et c'était que des livres, mais vraiment de technologie mystique. Des livres publiés en France, en français, au début du siècle. C'est une sorte d'érudition extraordinaire. Puis il y avait un autre rayon où il y avait les grands hommes. Et je me rappelle qu'il y avait une édition des mémoires de Saint-Simon, en français également. Donc c'est dire à quel point il avait les moyens de constituer des véritables dossiers, comme ça, d'érudition, sur comment les gens s'y étaient pris, car il y a toujours un côté « comment on fait » chez lui, de petit Édipien parfait, pour appliquer ça au cinéma, et peut-être pour considérer qu'après tout, la grande aventure communiste, c'était cette religion rituelle de base dont lui avait besoin pour, artistiquement, tirer quelques effets périphériques qui, un temps, ont été admis, puis à la fin, qui ont commencé à peser. Oui, c'est sûr qu'il travaillait à l'intérieur d'un rituel, qu'il en avait besoin. En même temps, on peut se dire peut-être qu'il a eu de la chance d'avoir ce rituel pour pouvoir travailler. Sans ça, il n'y serait jamais arrivé. Oui, on a laissé tomber Tarkovsky en cours de route. Et non, il ne faut pas. C'est un rapport qui n'est pas évident entre Eisenstein et Tarkovsky, mais il y en a un, c'est évident.
Tarkovsky, il recherche une forme d'extase qui est un peu différente. Lui, il donne plus la stase que l'extase, finalement, Tarkovsky. Hein. C'est le moment de la contemplation, c'est pas vraiment le moment extatique. Ce qui est moment où on sort. Voilà, c'est pas le moment dynamique, c'est le moment où la stase est atteinte d'emblée. D'ailleurs, j'ai l'impression chez Tarkovsky, on est d'emblée dans la stase. Alors bon, je sais pas quel type de rapport on peut établir entre les deux. Est-ce qu'on peut dire que l'un serait un moment différent du travail de l'autre? Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens de dire ces choses-là. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un rapport tout à fait profond entre les deux, qui est que l'un et l'autre travaillent dans la perspective d'une sortie de soi, disons, hein, de quelque chose qui... La seule différence, évidemment, elle est énorme, et aujourd'hui, elle pèse très lourd dans la conscience soviétique moyenne, c'est que Tarkovsky a dû vraiment se mettre hors la loi et reprendre l'héritage quasiment tous les grands écrivains et tous les artistes du 19e en disant je ne dois de compte à personne, j'ai un bras de fer avec le tyran ou l'État peut-être, et je représente le peuple. Alors qu'Eisenstein a eu évidemment des conditions tout à fait uniques dans l'histoire du XXe siècle et dans l'histoire du cinéma, c'est que il a commencé très jeune, il a été immédiatement reconnu, donc c'est plutôt un Wonder Boy. Il est le seul, à mon avis, le seul artiste soviétique qui a fait le tour du monde en tant que tel, c'est-à-dire qui a eu presque une vie mondaine, qui voyait Chaplin, qui voyait Cocteau. Donc, il y a quelques pages extrêmement vachardes sur Cocteau. Il y a des mondanités parisiennes qui sont assez rigolotes. On sent qu'il est tout à fait au diapason et qu'il aurait pu être un... Si lui s'était exilé, ce qui n'a pas été le cas, il aurait été un très très bon descripteur de la vie des avant-gardes et des salons, et disons Paris, Berlin, New York, Los Angeles. Oui. En même temps, il n'aurait pas été un Saint-Simon. Hein. Il n'avait pas le côté mondain, je crois. Il était un peu rustre sur les bords. Mais c'est certain, oui, qu'il a eu cette chance-là. Et c'est... Bon, on peut quand même penser, il y a une part un peu... Il dit beaucoup lui-même, puisque les mémoires ont été écrits entre 46 et 48, c'est-à-dire dans les 2 dernières années de sa vie, pour l'essentiel. Après son infarctus. Après un infarctus, donc il aurait dû mourir. Voilà, il aurait dû mourir à 48 ans. Mais en fait, il raconte à plusieurs reprises, je crois, parce qu'il est assez redondant, l'histoire de cette diseuse de bonne aventure tzigane qui lui avait prédit qu'il mourrait à 50 ans. Il est mort à très très peu de distance de son 50e anniversaire. Il y a un côté comme ça, un tout petit peu surnaturel, disons, dans ces dernières années. Et c'est évidemment pas par hasard si il a passé quoi, les 8 dernières années de sa vie sur Yvan le Terrible, qui est quand même son meilleur... C'est même pas que c'est son meilleur film, c'est que c'est son plus grand film. Oui. C'est un film magnifique, c'est un des plus grands films du monde. Enfin, c'est un film un peu superlatif, après lequel finalement, c'est bien de mourir. Donc là, je crois que jusque dans ce rapport, un petit peu... Enfin, c'est évidemment pas de sa faute s'il est mort, je pense pas qu'il l'ait choisi, mais finalement, il y a une belle biographie là qui s'écrit, avec quelqu'un qui fait une œuvre qui est un peu démesurée, comme ça, qui justement joue avec l'extase, qui joue avec des choses très profondes, très anciennes, avec l'image, avec Dieu, avec toute une série. Oui, puis avec les tout débuts de la puissance russe, quoi. Oui, également un point zéro. Aussi. Et puis qui meurt là-dessus parce qu'on lui avait prédit qu'il mourrait. Bon, c'est assez parfait quand même. Et qui, entre-temps, dans les 2 dernières années, après avoir fini ce film, où aussi il a enfin trouvé un père, parce que son seul père véritable, finalement, c'est Yvan le Terrible, dont il est lui-même le père, et il peut plus que mourir, en ayant trouvé le temps de consigner un certain nombre de choses entre les pages de ce gâteau. Alors il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais je ne voulais pas qu'on en parle tout de suite. C'est tout simplement le style d'Eisenstein. Je crois que les gens qui n'ont jamais lu une ligne de lui, ou qui ne savent pas, ou pas assez, qu'il a terriblement écrit, quand ils vont ouvrir ça, ils vont être très surpris. Comment on peut définir ce style ? Moi, je le définirais comme Eisenstein, c'est-à-dire que je dirais qu'il n'a jamais appris à dessiner. Puisque je crois qu'un des textes qui donne la clé de son style, enfin une des clés possibles en tout cas, et celle que lui avait envie de donner, elle est bien, c'est « j'ai jamais appris à dessiner, mais je dessine quand même ». Et en plus, comme il n'est pas fou et qu'il est conscient de sa valeur, je dessine bien. Je dessine bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un dessin
Je conseille finalement aux gens qui s'intéressent à Eisenstein et qui sont un peu surpris d'aller feuilleter des reproductions de ses dessins mexicains. Je crois que ça explique très bien l'écriture, une espèce de trait extrêmement libre, qui joue beaucoup la linéarité, la courbe, la sinuosité, l'extase aussi, parce que dans ces dessins mexicains en particulier, il y a un côté explosif de la ligne. Oui, là c'est là où il y a les taureaux crucifiés. Il y a la série des taureaux crucifiés. Bataillenne, réellement. Là. Très bataillenne. La série des Christ Voilà. toréadors, la série des croisements de la Véronique. Enfin, il y a des croisements de la corrida et de la crucifixion, disons, petit peu sous toutes les formes. Il y a aussi des séries moins connues, comme des assassinats, comme des Macbeth. Des assassinats de rois dans Macbeth. Il y a toute une série de dessins mexicains qui sont faits sur l'explosion, la liberté, la ligne qui se promène, et je crois que c'est ça son écriture, c'est une ligne qui se promène. Alors évidemment ça donne des choses, parfois c'est pas du très joli style toujours, hein, c'est même souvent, on pourrait dire que c'est mal écrit d'une certaine façon. En même temps c'est écrit, il y a une posture, c'est un écrivain jusqu'à un certain point, je crois qu'on peut le dire. Même en référant à la fameuse vieille distinction de Barthes, oui. Écrivain, c'est quelqu'un qui a une posture d'écriture. Je suis très mal placé pour en parler parce que cette posture-là, moi, je l'ai tellement pratiquée en traduisant que j'ai fini par l'aimer. Par rapport au texte russe, c'est très difficile en français à rendre ? C'est pas un style facile parce qu'il écrit pas bien et qu'il y a des moments où carrément on voit pas tout de suite ce qu'il veut dire. Mais non, ça ne présente pas de difficulté énorme. Je pense qu'il est beaucoup plus difficile de traduire Tolstoï ou Dostoïevski. Hein, oui. Faut quand même relativiser les difficultés. Au tout début, il y a un texte que lui-même a écrit, une sorte de préface, où il donne là aussi une clé tout à fait convaincante. Il dit « Moi, j'ai une démarche. » Et c'est vrai qu'il écrit comme on marche. Il écrit comme quelqu'un qui est sûr que tous les pas qu'il fait, même si ça l'éloigne de son point de départ ou de ce qu'il voulait atteindre, il va quand même retomber sur ses pieds, toujours. C'est impossible, il est trop obsessionnel pour que tout ne fasse pas, que tout n'aille pas dans son sens. Et il faut lire ce livre comme on suit quelqu'un qui traverse un paysage où très vite, tout lui rappelle quelque chose et tout rentre comme carburant, comme matière, pour à la fois de la théorie et puis des fois des petits débuts de scénario ou au contraire des ébauches d'idées théoriques. Alors c'est très excitant et très très frustrant puisque au moment où on est sur le point d'aller dans une direction et on dit là il y a quelque chose. 3 phrases plus tard, il est ailleurs. Et oui, mais mais alors c'est parce que, tu vois, là je crois qu'il y a une illusion d'optique. C'est parce qu'il n'est pas du tout en train de se promener dans un paysage quand il écrit. Il marche sur place et c'est le paysage qui défile à côté de lui. Oui. Et lui, au fur et à mesure, il attrape tout ce qui l'intéresse dans le paysage qui défile, mais lui, il bouge pas. Il piétine sur place. Enfin, tu vois, bon, les métaphores, on leur fait dire ce qu'on veut. Mais il y a vraiment ce côté-là. Il reste dans sa chambre. C'est le voyage autour de ma chambre, hein, les mémoires, là, c'est vraiment quelque chose qu'il a écrit avec sa bibliothèque autour de lui, dont tu parlais tout à l'heure, dans cette petite chambre des faubourgs de Moscou. Et puis il y a tout un paysage intellectuel qui fait défiler, et il en saisit au fur et à mesure ce qui l'intéresse. Mais lui, il bouge pas. Il bouge pas du tout. D'où l'impression que ça va nulle part, même si ça marche beaucoup. Oui, j'ai l'impression que ça marche tout le temps, que des choses essentielles sont simplement signalées au passage, comme quelqu'un qui prend des notes. Et puis, également ce sentiment de tourner autour du pot. Très souvent. Ah bah forcément, oui, bien sûr. Bien sûr, non mais ça, tout le monde tourne autour du pot. Je trouve pas que ça soit tellement cachotier, tout ça. Il dit beaucoup de choses, faut prendre les choses comme elles sont. Et puis, comment dire, les biographies, c'est toujours quelque chose de terriblement embarrassant si on les prend avec l'idée qu'on va vraiment avoir affaire à une totalité. Si on entre dans une logique du tout et de la partie, il y a une organicité de la vie, il faut la raconter en n'oubliant pas de rattacher chaque partie à un tout, etc. Je crois que ce qu'il y a de bien dans les mémoires d'Eisenstein, qui ne sont pas exactement une autobiographie, il appelle ça mémoire et pas autobiographie en français, c'est que précisément il renonce à l'idée du tout, complètement, au profit justement de quelque chose qui est
C'est peut-être plus facile à lire aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans, parce qu'on a aussi assez généralement renoncé dans la façon dont on pense, nous, à l'idée de l'organicité. On est beaucoup plus intéressé. Il y a un article de lui qui est célèbre, qui s'appelle Organicité et pathétique dans la construction du Potemkin. On a renoncé beaucoup à l'aspect organicité. Le pathétique, qui allait devenir l'extase très peu de temps après dans sa tête, ça nous parle plus. Dans ces mémoires-là, on est plus sensible au flux, au déplacement, plutôt qu'à la recherche d'une espèce de totalité imaginaire. Bon. Je pensais également que, pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire sur comment il a perçu quand même l'aventure politique de son pays, qu'il parle très très souvent de l'homme, de l'humain, etc., mais que ce qui l'intéresse, c'est un peu les formes intermédiaires. C'est par exemple le prélogique, le préhumain. Il a quand même beaucoup étudié ce qu'on appelait à l'époque, c'était Lévi-Brühl, enfin les débuts de la sociologie. Il était tout à fait au courant, les mentalités prélogiques, des choses comme ça. Et on se dit qu'il n'a pas eu les problèmes classiques d'un humaniste, disons Gorky par exemple, qui à un moment opte pour le mensonge, mais délibérément. Quand Gorky voit les premiers camps de travail en Sibérie, donc c'est très tôt, et qu'on le rassure sur le fait que désormais le peuple russe, qui n'est quand même bon à rien et qui est une bande de moujiks dégoûtants, va être mis au travail, Gorky dit c'est formidable. Il le dit vraiment spontanément comme quelqu'un qui a très peur du peuple russe. Donc Gorky, on voit bien à quel moment ça devient une certaine forme quand même de crapulerie. Tandis que chez Eisenstein, il y a une telle innocence dans la façon de prendre l'humain, soit dans le préhumain, soit dans la statue, soit dans l'extase, soit dans l'icône, que c'est truffé d'images corporelles, c'est très très sensuel comme cinéma. Et en même temps, il n'a pas dû être frappé par ce qui aujourd'hui, nous, alors au contraire, nous fait un effet désastreux et terrible, qui est simplement le nombre de millions de morts. Alors je ne demande pas une réponse, mais... Non, bien sûr, c'était pas une question, donc il n'y a pas de réponse. Je suis... Ça laisse rêveur, quoi. Je suis d'accord avec ce que tu dis. J'ai l'impression, moi aussi, d'une certaine innocence, alors, à tous les sens du mot. Qui lui est reproché aujourd'hui. Ah bah oui, qui lui est reprochable, sans aucun doute. Hein. C'est pas quelqu'un qui est exempt de défauts ou de péchés, selon l'optique dans laquelle on le prend. Les images du peuple, moi, quand même, dans ces films, ce qui me frappe, c'est des drôles d'images. Hein. Si on pense aux moujiks de la ligne générale, ils sont pas jolis, ils sont crado, ils sont mal lavés, mal rasés. C'est pas quelqu'un qui a idéalisé. C'est la version sale du peuple, et la version propre, qui est celle qu'on voit par exemple dans Ivan le Terrible ou un peu dans Nievski, elle n'est pas beaucoup plus intéressante, parce que c'est une version... Dans Nievski, c'est une version fasciste du peuple, dans Nievski, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et dans Ivan, c'est une version drôlement inquiétante avec les oprichniks. Bon, donc les images du peuple qu'on trouve chez lui, elles ne sont pas sympathiques. En même temps, c'est vrai que c'est pris dans une perspective, dans une espèce de folie théorique où ça défile avec les sauvages de Lévi-Brühl, les fous de Luria, parce qu'il s'intéressait beaucoup. Il avait un très grand ami qui était Luria, le biologiste, physiologiste, psychologue et neurologue. Je crois qu'il était tout ça à la fois, qui était un type extrêmement fort, qui travaillait sur la folie en particulier, mais d'un point de vue de neurologue plutôt. Et Eisenstein a eu une vraie connaissance de ça. Il a beaucoup été à la clinique de Luria, voir ce qu'on appelait encore à l'époque, sans état d'âme, des fous. Les fous, les sauvages, pour lui, c'était extraordinairement intéressant. Alors évidemment, quelqu'un qui s'intéresse aux fous, aux sauvages, qui a une vie sociale extrêmement réduite, une vie sexuelle, d'après ce qu'on peut savoir, à peu près nulle, qui contracte un mariage blanc, qui a un rapport à ses parents compliqué, et qui fait Ivan le Terrible, c'est quelqu'un qui ne peut être que dans une innocence assez sauvage, oui. Je crois que c'est sur cette innocence qu'on va rester, puisque l'émission est terminée. J'espère qu'on a brossé, à l'occasion de l'apparition de ce beau et gros livre, qui d'ailleurs ne coûte que 200 francs, je trouve que c'est pas cher pour un bouquin aussi gros, qui s'appelle Mémoires d'Eisenstein, un portrait du vieux Serge, un peu plus libre et bizarre que toutes les vieilles doxas. Jacques ? Oui, non, un dernier mot, parce que je crois que c'est un hommage. Ce livre, comme toute l'édition eisensteinienne, comme toute la réflexion sur Eisenstein, n'aurait jamais été fait sans formule consacrée, mais elle est vraie, sans Naum Kleinman.
Le conservateur du cabinet Eisenstein, c'est quelqu'un qui a traversé une période extraordinairement difficile dans sa vie professionnelle et je crois personnelle, et je tiens absolument à ce qu'on lui rende hommage aujourd'hui. Donc, nous connaissons tous Naoum, nous l'aimons tous. J'espère qu'un jour il viendra à Paris et qu'on parlera avec lui, même s'il ne parle qu'anglais. Sans lui, rien n'aurait été possible. Sans Bourgois non plus, sans Bernard Eisenschitz, et sans Barthélemy Amingoal qui a fait également une préface, et sans Jacques Aumont ici présent et que je remercie.